Et merci d'être resté avec nous. Nous sommes ici depuis la Foire nationale de Verdun. Depuis cet après-midi et jusqu'à dimanche, nous vous proposons avec le département de la Meuse, le pays de Verdun, la CCI Meuse-Haute-Marne et le Grand Verdun, différentes conférences, tables rondes, interviews. On vous parle d'un tas de sujets en rapport avec la technologie, l'innovation, le travail. Et pour ce dernier rendez-vous de la journée, j'accueille sur ce plateau Vanessa Bruna. Bonjour à vous. Bonsoir Tom. Voilà, vous travaillez au département de la Meuse, chef de projet numérique au département de la Meuse. Et nous allons rejoindre en visioconférence Cédric Mazera et Olivier Tonon du cabinet de conseil public Impact Management PIM. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue donc à distance sur ce plateau que nous avons installé sur l'espace Vivre et travailler en harmonie. Alors avec vous, nous allons parler d'inclusion numérique. Vanessa Bruna, c'est quoi l'inclusion numérique ? Alors effectivement, l'inclusion numérique, ça rassemble un certain nombre de dispositifs, de lieux ou d'animateurs, de personnes qui accompagnent la population meusienne et meusienne dans leur découverte du numérique et aussi pour augmenter les compétences numériques. Donc l'objectif, c'est que tous les Meusiens aient accès à Internet et accès au numérique, que ce soit pour les démarches, que ce soit pour un tas de choses, en fait, et accès à Internet. Tout à fait. En fait, ça s'adresse à toutes et pas seulement forcément un public fragile pour augmenter les compétences et développer leur culture numérique. Et donc, pour développer cette inclusion numérique, le département de la Meuse a fait appel à un cabinet de conseil, c'est ça, pour avoir un regard extérieur ? Tout à fait. Jusqu'à présent, on ne disposait pas en fait d'état des lieux. Et donc, le département a souhaité mieux connaître les besoins des usagers, mais aussi l'offre sur le territoire, parce qu'il y a beaucoup d'offres finalement, mais dispersées. Et donc, on a confié cette étude à un cabinet d'études, et notamment un cabinet financé avec le soutien de l'État. Et puis donc on est allé à la rencontre de territoires, à peu près, on a fait notre tournée du numérique, une dizaine de réunions, on a rencontré une centaine de participants. Voilà pour l'inclusion numérique dans la Meuse. Et justement, je me tourne vers vous, on se reconnecte avec vous, Cédric Mazera et Olivier Tonon du cabinet Public Impact Management. Pourquoi l'inclusion numérique est devenue importante et voire même primordiale ? Alors, bonjour à tous déjà. Donc, finalement, l'inclusion numérique, ça fait référence au numérique. Le numérique, il change nos modes de vie, que ce soit nos manières de communiquer, de se déplacer, de travailler. Et même là, on est en visio. Il y a 20 ans, on n'aurait pas pu faire ça. Donc, finalement, l'État, enfin, la politique publique, essaye de suivre l'évolution de la société. Ce n'est pas nouveau, hein, on peut penser déjà en 1999, l'État avait lancé le programme Espace public numérique à travers la France pour pouvoir accéder à Internet. Mais finalement, ce dont on se rend compte, c'est le changement qu'il y a eu ces 10 dernières années, on va dire, et qui a été renforcé, accentué par le Covid. C'est finalement la relation entre l'usager et l'administration. C'est que l'administration s'est peu à peu numérisée dans un premier temps et dans un second temps dématérialisée. C'est-à-dire que pour pouvoir accéder aux services de base finalement, aux démarches administratives classiques, peu à peu, l'usager a dû prendre rendez-vous sur Internet pour pouvoir accéder à un rendez-vous en physique, ne plus pouvoir être accueilli finalement sans justement prendre rendez-vous au préalable sur Internet. Et donc, ce dont on s'est rendu compte, c'est que le numérique n'est plus simplement quelque chose dont on peut se servir, mais devient un prérequis, en tout cas pour l'État et pour les démarches administratives. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il y a une prise de conscience des pouvoirs publics de faire quelque chose sur, en tout cas, l'inclusion numérique. Et donc, pour parler plus concrètement, en 2018, l'État a mis en place une mission qui s'appelle la Stratégie nationale pour un numérique inclusif et qui a un peu structuré l'offre en la matière, ou en tout cas la politique en la matière d'inclusion numérique.
Cette stratégie nationale, elle s'est déclinée en plusieurs programmes qui sont gérés par l'ANCT, donc l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Et c'est d'ailleurs à travers ce programme que l'on aide le département à structurer sa politique en la matière. Cette inclusion numérique a pris évidemment un tournant avec la crise sanitaire, donc la crise du Covid, où on s'est rendu compte qu'il y avait tout un public, toute une frange de la population qui n'avait pas accès au numérique et aux services de base. Et pour autant, le numérique est devenu primordial pendant cette période-là. Et donc en parallèle, l'État, dans le cadre de France Relance, a débloqué 250 millions d'euros pour cette politique-là. Et donc on peut dire qu'il y a eu un tournant en la matière en 2020 avec cette enveloppe qui a donné lieu au conseiller France Service, le conseiller numérique, dont on parlera peut-être un peu plus tard, et qui a donné lieu à tout un tas d'actions en la matière. Et donc à l'heure actuelle. Ouais. C'était nécessaire donc de mettre en place une politique publique, puisque ça devenait même incontournable. Tout à fait. Ça, les administrations se sont rendues compte que le numérique devient un prérequis pour pouvoir parfois accéder à des services publics de base. Et c'est pourquoi on parle aujourd'hui d'inclusion numérique, et non pas simplement de retrait ou d'éloignement sur le numérique, par ce prisme-là de la dématérialisation des démarches administratives. Mais, alors je précise, parce que c'est vrai que là je parle beaucoup de la dématérialisation, quand on parle d'inclusion numérique, c'est bien plus large. Généralement, l'inclusion numérique travaille sur trois piliers. L'accès à l'équipement, donc simplement avoir accès à l'Internet, avoir un smartphone, un ordinateur, etc. Savoir s'en servir, donc la formation, savoir aller sur Internet, savoir naviguer, savoir créer une adresse mail. Et enfin, le dernier axe qui est peut-être le plus compliqué à développer, c'est faire en sorte que le numérique soit émancipateur, en tout cas que l'on puisse, par le numérique, avoir accès à des choses dont on n'aurait pas accès sans. Et donc, les trois. Et donc, pour le département de la Meuse, vous avez mené une étude, on va en parler, qui a mobilisé des dizaines d'acteurs. Oui, tout à fait. On a proposé une démarche très tôt participative, avec la volonté pour le département de travailler notamment avec les communautés de communes. Vous avez dans la Meuse beaucoup de communautés de communes, vous avez une quinzaine d'intercommunalités, et donc on a travaillé, comme le disait Vanessa, sur une dizaine d'intercommunalités, aussi avec le PETR du Pays de Verdun. Ça, c'était pour la partie rencontre des acteurs. Donc il y a eu dans ces ateliers à la fois des élus locaux, des associations, des partenaires de l'action publique locale. Et il y a une autre partie du diagnostic qui s'est basée sur un indice qui s'appelle l'indice de fragilité numérique, qui est une sorte d'indicateur, là aussi développé par l'État, par une entité qui s'appelle la MEDNUM, qui est dédiée aux thématiques d'inclusion numérique en France, pour caractériser les situations de fragilité numérique sur les territoires. Qui sont les habitants, quelles sont leurs difficultés, elles peuvent être sociales, elles peuvent être technologiques, elles peuvent être liées à la culture administrative, à la langue. Et donc, via cet indice, on peut se rapprocher de la caractérisation des situations. Mais comme c'est une démarche qui est assez théorique, il était important d'aller rencontrer les territoires dans le cadre de cette démarche. Et c'est pour ça que nous avons rencontré une dizaine d'intercommunalités. Alors, après plusieurs mois de mission, quels sont les besoins que vous avez constatés? Quelles sont les attentes des Meusiens que vous avez rencontrés, avec qui vous avez échangé? Alors, il faut savoir que dans le département de la Meuse comme ailleurs, il y a déjà beaucoup d'actions qui sont menées en matière d'inclusion numérique. Et d'ailleurs, vous parliez de structuration de la politique publique. Elle se structure, mais elle se structure aussi via les compétences historiques des départements et même des communes et des intercommunalités. Et donc, finalement, le premier besoin, c'est de visualiser ce qui existe déjà. Donc, d'avoir accès à cette information, d'identifier les acteurs, de savoir où est-ce qu'on peut se tourner. Vous savez qu'on entend souvent dans les territoires ruraux la disparition des services publics de proximité, la fermeture des guichets physiques.
et bien finalement, à travers les maisons France Service, à travers le travail qui est mené par les élus locaux, par les communes, par les intercommunalités et aussi par les services sociaux des solidarités, parce que finalement le département il a son propre maillage du territoire, eh bien, il y a le souhait d'accéder à ce qui existe déjà, voilà, savoir où se rendre et qui peut aider. C'est le premier besoin identifié chez les personnes que nous avons rencontrées. Le deuxième besoin, c'est celui des compétences administratives. Voilà, c'est vrai qu'on est parfois pris dans une complexité des dispositifs administratifs. Les usagers ne savent pas toujours qui fait quoi sur les territoires, entre EPCI, là aussi communes, départements. Donc il y a à la fois ce souhait de simplification des interfaces et des communications qui leur sont adressées, et après l'accompagnement dans les démarches administratives qui peuvent être réalisées, encore une fois, dans les France Services, parfois par les secrétaires de mairie aussi, qui en territoire bien souvent portent cette proximité avec les usagers, et aussi bien souvent par les travailleurs sociaux et médico-sociaux qui sont présents dans le département. On pense aussi au point de lecture public, on l'oublie parfois, mais les bibliothèques, les médiathèques sont présentes, et parfois même dans les communes, c'est le dernier service public. Donc là aussi, il y a la capacité à pouvoir se rendre dans ces lieux, soit pour accéder à un poste, soit pour réaliser des démarches. La troisième, c'est la compétence un peu de base, c'est-à-dire celle de la compétence du numérique. Donc, découvrir les compétences, comment se connecter, comment développer sa propre culture numérique. Et on se rend compte finalement que ça peut passer par le lien avec les proches, ça peut passer par les passions des personnes, quel que soit leur âge. Et d'ailleurs, on pense souvent aux personnes âgées pour les situations de fragilité. On s'est aussi rendu compte dans le cadre de l'étude que les jeunes sont en situation de fragilité numérique, mais sur des domaines, par exemple la recherche d'emploi, la création de CV numérique. Aujourd'hui, faire société, trouver un emploi sans le numérique, c'est assez difficile. Donc finalement, ça concerne toutes les tranches de la population. Ça concerne aussi parfois les parents quand on est en train d'accompagner les jeunes qui grandissent avec la place du numérique. Si on a vu ça dans les compétences de l'enfance. Et donc il y a le développement de cette culture numérique, des compétences qui passent encore une fois par les centres d'intérêt, et ce qui fait qu'on a envie d'être ensemble, de se retrouver, de se parler et de se connecter avec les fabuleuses opportunités qu'offre le numérique. Et le dernier point, c'est l'accès au numérique. Bien souvent, alors de plus en plus, les usagers sont outillés par des tablettes, par des PC individuels. Le smartphone est aussi très présent. Mais il y a des thématiques d'équipement qui peuvent encore se présenter, aussi des thématiques d'accès, avec les problématiques de fibre, même si le département a un plan fibre qui est très ambitieux et qui fait que dans le courant de l'année, la plupart des territoires seront fibrés. Vous en avez parlé, j'en suis sûr, dans le cadre de ces journées. Il y a parfois la thématique du financement des équipements, et donc il y a des partenaires qui parfois proposent des abonnements pour les situations, les personnes qui sont en situation de fragilité financière. Alors concrètement, comment les collectivités répondent à ces besoins? Vanessa Bruna, je reviens vers vous. Quelle offre est déjà en place? Alors, effectivement, dans le cadre de cette étude, on a recensé les lieux d'inclusion numérique. On a retenu en fait 5 typologies de lieux numériques, d'espaces. Alors, il y a le premier espace, c'est l'accès à Internet, puisque parfois le premier frein, c'est l'équipement ou la déconnexion finalement. Donc, on a ces lieux où il y a l'accès Internet matériel en libre accès ou tout simplement Wi-Fi. On a le second lieu qui est plutôt, ça a été évoqué par le cabinet PIM, donc être accompagné finalement aux démarches du numérique. Et là, on voit surtout les France Service qui sont emblématiques finalement de cet accompagnement. Maison France Service, on explique ce que c'est. Ce sont des maisons mises à disposition pour aider les personnes dans leur démarche. Alors les maisons France Service, c'est lancé par l'État justement, puisqu'il y a le tout dématérialisé, donc à fin de l'année, c'est vraiment des lieux où les personnes peuvent se rendre pour se faire accompagner pour une démarche de RSA. Et c'est gratuit? Et c'est gratuit. Donc vous avez aussi alors les lieux où on peut découvrir les usages à Internet. Donc là, typiquement, Olivier l'a cité, on a les fameux EPN, les espaces publics numériques ancienne génération, mais aussi les nouveaux espaces, finalement, les équipements numériques qui ont pu être mis en place par des collectivités, par des associations. Et là, vous allez trouver des animateurs
des animateurs qui vont vous accompagner pour monter en compétences avec un panel vraiment important. Je peux citer justement le panel, le pass numérique du Pays de Verdun, voilà, où il y a tout un programme de formation, tout un cursus que peut-être pas formation, c'est peut-être pas le bon terme d'ailleurs, d'accompagnement numérique pour accéder à cette initiation. Et ensuite, donc ça a été dit par rapport à l'émancipation, vous avez les lieux où on peut travailler à distance. Bon là, typiquement, c'est les espaces dits de coworking, où on peut trouver des espaces partagés ou des bureaux. Et enfin, vous avez, c'est pour ça que le numérique, c'est pas qu'une histoire effectivement de démarche en ligne. Vous avez aussi les lieux où vous pouvez créer, innover avec le numérique. Donc là, on va trouver les lieux, le numéripole, les tiers-lieux, les espaces de gaming. Enfin là, où on va trouver des sujets pour se développer. Des espaces de partage aussi. Voilà. Des espaces de partage autour du numérique. Et puis effectivement de personnes qui vont se rencontrer, de différentes personnes qui vont se rencontrer. Donc c'est le propre du tiers-lieu. Vanessa Brunat, comment bien répondre à un problème d'identification ? Alors, le problème d'identification, nous, on l'a pris par rapport à l'offre. On a pu, dans le cadre du diagnostic d'inclusion numérique, on a pu repérer plusieurs territoires. On a pu les qualifier. Donc des territoires qui peuvent être plus avancés. Donc on pense notamment aux PETR qui portent une politique numérique depuis 7 ans et donc qui ont développé des usages numériques. On a des territoires intermédiaires et ensuite on a des territoires qui sont plutôt fragilisés en termes d'offres, et c'est grâce justement à ce diagnostic qu'on peut mobiliser en fait des équipes pour aller sur des territoires où il n'y a pas où il y a un déficit finalement de conseillers numériques pour justement pouvoir promouvoir une équité territoriale au niveau du département. Je reviens vers vous, Cédric Mazera et Olivier Tonon du cabinet Public Impact Management, qui est un cabinet de conseil pour les spectateurs qui nous rejoignent. Quels sont les résultats attendus de votre étude ? Alors, les résultats sont encore en cours d'arbitrage côté conseil départemental. Donc, c'est le plan d'action, maintenant les recommandations pour répondre à tous ces besoins sont en cours de validation et puis de construction aussi des budgets. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a déjà toute la partie diagnostic. C'est-à-dire que chaque territoire qui a participé à la démarche a reçu un diagnostic avec une analyse de son indice de fragilité numérique et de ce qui caractérise l'offre actuelle et les besoins des populations. Et donc la carte que vous avez sous les yeux, elle sera prochainement publiée, elle sera mise à disposition de toutes les personnes en situation d'accompagnement. Donc ce qui est déjà facile, c'est de dire toute personne sur le territoire peut orienter vers le lieu le plus adapté. Vous voyez, on peut déjà partager assez simplement ce petit processus, on va dire, de repérer une personne en situation de fragilité et lui proposer une solution rapide et souvent de proximité, puisque vous le voyez, il y a quand même de l'offre qui est déjà disponible sur l'ensemble du territoire. Ensuite, il y a un travail qui est mené sur le rôle du département, puisque c'est le département qui se positionne pour répondre à ces besoins. La première action, on va dire, le premier rôle, c'est celui de la promotion de l'offre du territoire. Donc, encore une fois, de la valoriser, de la partager, de partager aussi ses propres sites à lui, qui rentrent en complémentarité avec toutes les collectivités du territoire. Il y a un deuxième rôle qui va être celui d'animer le réseau des accueillants. Voilà, on parlait de ces acteurs, de ces agents qui sont en proximité ou de ces associations. Encore une fois, les secrétaires de mairie, les agents des territoires dans les solidarités, tous les agents d'accueil finalement qui nous disent nos métiers évoluent parce qu'on a de plus en plus de personnes qui nous posent des questions. Eh bien, les mettre en réseau, les faire travailler ensemble, pour se dire que finalement ils sont face à des situations qui se ressemblent très souvent et donc le département peut jouer un rôle dans cette animation. Et le troisième rôle, c'est celui de l'accompagnement du développement de l'offre du territoire en disant quand il y a des territoires, quand il y a des collectivités qui ont des envies, qui ont des besoins et qui ne savent pas encore comment s'y prendre pour répondre à ces besoins, le département peut les accompagner via plusieurs canaux. En lien avec aussi ce qui est travaillé au niveau de la région Grand Est et bien sûr des dispositifs nationaux, et aussi se dire que le département peut utiliser ses propres sites comme recours
quand il n'y a pas d'offre. Voilà, quand il n'y a pas d'offre, peut-être que le département pourra aller un petit peu plus loin dans l'accompagnement des usagers dans les territoires. Ça, ce sont pour vos conseils. Vanessa Bruna, est-ce que l'on sait ce que le département souhaite développer? Alors, les prochaines étapes. Alors, déjà, les prochaines étapes, je ne vais pas trop me mouiller, c'est de poursuivre les actions existantes. Donc, on a 2 conseillers numériques au département. Donc, je vous invite d'ailleurs à venir rencontrer. Ils sont là durant toute la foire expo. On va poursuivre Maxilien, on va poursuivre l'atelier. Je pense à l'atelier de notre bibliothèque départementale avec des outils. Fab Lab, impression 3D. Je pense notamment aussi à Microfolie, au musée. Donc, on va poursuivre nos actions. Donc ça, pour les prochaines étapes, c'est assez simple. Pour ce qui est donc de la posture, ou du rôle du département, donc là, c'est comme l'a dit le cabinet PIM, c'est un livrable qui va être présenté à nos élus, nos conseillères et conseillers départementaux dans les prochaines semaines pour pouvoir finalement débattre et puis savoir jusqu'où le département de la Meuse va aller en coordination, en animation, en développement, notamment au regard d'arbitrage aussi qui peuvent être aussi budgétaires. Pour conclure avec vous, Olivier Thonon et Cédric Mazera, on parlait depuis le début, je vous ai demandé ce qu'était une politique d'inclusion numérique. En 3 mots, qu'est-ce qu'une politique d'inclusion numérique réussie? Alors, si on doit résumer en 3 mots une politique d'inclusion numérique, ce serait en premier de l'offre, donc de l'offre d'inclusion numérique, comme on a pu le présenter précédemment, mailler un territoire. En deuxième, ce serait une médiation numérique, avoir des personnes. Il ne suffit pas de faire un investissement, il faut aussi en assumer le fonctionnement et donc l'animation de ce lieu. Et peut-être en troisième, et c'est ce qui est remonté vraiment de la mission, c'est la mise en réseau. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui sont remplies de bonne volonté partout sur un territoire, mais qui ne se connaissent pas forcément entre elles, et qui pour autant ont toutes des bonnes idées, des bonnes pratiques. Et donc la mise en réseau, c'est vraiment la clé pour partager tout ça et faire une politique d'inclusion réussie, à mon avis. Si Cédric veut compléter, je ne sais pas. On pourrait dire aussi qu'on a tendance souvent à opposer dématérialisation et inclusion. C'est-à-dire que finalement, d'un côté, on va dématérialiser des démarches et de l'autre côté, on va créer des dispositifs pour que les usagers arrivent à s'y connecter. Je pense que l'État et les collectivités ont un travail de coopération assez fort à mener maintenant pour la simplification des démarches, la simplification des accès, des interfaces. On est souvent perdu dans l'espace numérique, on est parfois perdu dans l'espace physique. On peut espérer demain qu'on arrive à accéder facilement aux services, à l'offre, et que tout ça offre de belles opportunités aussi pour développer pas que l'offre d'inclusion numérique, mais aussi l'offre culturelle des territoires, et qu'on habite en territoire rural ou en territoire urbain, on arrive facilement à accéder à de l'offre, qu'elle soit physique ou digitale. Merci beaucoup à tous les deux, Cédric Mazera et Olivier Thonon du cabinet Public Impact Management. Et merci à vous, Vanessa Bruna, chef de projet numérique au département de la Meuse. Merci de nous avoir suivis pour cette première journée ici à la Foire nationale de Verdun. On se donne rendez-vous en live à partir de 10h30 demain pour un tas de conférences. Vous avez la liste sur le site du Pays de Verdun. À demain, bonne soirée. Merci beaucoup.